Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On rentre dans le vif du sujet désormais avec l'actualité en débat sur Sud Radio et nos invités qui sont désormais en studio. Erwan Barrio, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, metteur en scène, essayiste. Votre pièce, Les 5 avant l'histoire, va se jouer au Théâtre du Nord-Ouest à partir du 4 août. Merci beaucoup d'être avec nous. Marie-Ève Malouine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, éditorialiste à la Revue Politique et Parlementaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Brice Sokol, bonjour. Bonjour. Politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi notamment de Parlons-nous tous la même langue. C'est aux éditions de l'Aube. Et nous sommes également avec le chef d'entreprise Benjamin Cauchy. Bonjour. Et bonjour à tous. Merci à tous d'être avec nous dans ce studio Sud Radio pour décortiquer l'actualité du jour qui est riche notamment, on reviendra sur le harcèlement judiciaire dont semble être victime le Rassemblement National, c'est en tout cas ce que dit Jordan Bardella. Et il y a aussi, vous allez le voir, cette chose qu'on pourrait qualifier d'anecdotique mais qui ne l'est pas, la décision de l'Union Européenne de réduire les indemnisations en cas de retard d'avion. Aujourd'hui il y a des conditions qui ne sont pas non plus faciles, notamment quand on prend des conditions low cost, mais les 27 se sont accordés pour dire non, ça il faut absolument arrêter. On doit durcir les conditions d'accès à certaines indemnisations. Ça pourrait aller jusqu'à moins 60%. C'est un débat qui vous intéresse, auquel vous avez envie de participer. Ben ça tombe bien. Vous avez le 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Le camarade Manu est déjà dans son fauteuil prêt à vous accueillir. Et puis vous avez également les réseaux sociaux avec les questions qui attendent vos commentaires, vos réponses, vos interrogations. Bref, votre participation. Avant cela, vos coups de cœur. Évidemment, votre coup de gueule, c'est la tradition de cette émission et je me tourne vers vous d'abord, Brice Sokol. Le coup de gueule sur la baisse drastique des budgets de la culture. Quel signal donne-t-on? Vous vous interrogez et c'est vrai que d'autres disent, à contrario, quand on cherche 40 milliards, c'est parfois dans la culture qu'il faut couper, mon cher Brice. Oui, c'est trop souvent, c'est trop facile de couper dans la culture. Il y a une étude qui est sortie là en termes de fonctionnement et d'investissement. Les collectivités, toutes collectivités confondues, aujourd'hui, c'est moins 30%. Alors on est au mois de juillet, c'est le temps des différents festivals, c'est le festival d'Avignon, mais d'autres festivals en France. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de fracture territoriale et je trouve que enlever des budgets à la culture, c'est donner un mauvais signe à un certain nombre de nos territoires qui sont déjà les oubliés en termes de services publics. La culture, ça crée du lien, ça crée de la fraternité, ça crée des rencontres. Et je trouve que c'est toujours facile de taper ce budget-là, qui est plutôt un budget qui, pour moi, de rassemblement, un budget festif, un budget où on a besoin de liens, et ça va continuer à accroître, je le crains, les fractures sociales entre ces grandes métropoles qui ont toujours les moyens de pouvoir agir et un certain nombre de nos territoires qui aujourd'hui ont un sentiment de déclin. Voilà. Donc la culture, c'est essentiel pour nous tous, pour nos enfants, pour nous, pour nos territoires. Accentuer ce sentiment parfois de déclassement, de délaissement avec un objet aussi important que la culture. Aussi important et aussi déterminant. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, comment vous observez ça? Est-ce que vous faites partie des gens qui disent au bout d'un moment, oui, mais bon, on a 40 millions d'euros à faire pour le budget qui arrive dans quelques mois. S'il faut couper dans la culture, il faut le faire. Je crois que je présenterai pas les choses tout à fait comme ça. Je suis d'accord pour regretter qu'on considère que la culture peut faire partie des dépenses qu'on coupe. Mais je pense qu'il faut sortir de cette logique où dans tout budget, il y a ce qui augmente, c'est bien, ce qui baisse, c'est pas bien. Et donc évidemment, tout était essentiel. Et je crois qu'il faut au contraire réorganiser. Quand on voit les subventions pour la culture qui sont données par l'État, ce sont des subventions qui n'ont aucun regard sur ce qui est fait. C'est juste par les communes, elles décident de faire les spectacles, etc. qu'elles veulent, et c'est juste une subvention d'État, une aide, les yeux fermés. Et si on privilégiait les milieux ruraux par rapport aux villes, on pourrait peut-être réorganiser les choses. Je pense qu'il faut au contraire réorganiser tout notre budget. Et donc, pas supprimer, mais réorganiser. Réorganiser et que ce soit plus efficace. Parce que donner des subventions et dire si on les baisse, ça veut dire qu'on sacrifie. Ouais. On n'y arrivera jamais. Je pense qu'il faut privilégier, hiérarchiser et regarder vraiment où on en a besoin ou pas. Ou en parlant de culture, qu'en pense notre écrivain et metteur en scène autour de la table, Erwan Barrio? Est-ce que justement, vous, principalement concerné par ça, vous dites c'est une honte ou vous comprenez quand même l'état d'esprit? Disons que l'unique marqueur de gauche du macronisme, c'est-à-dire l'éducation et la culture, en prend un sacré coup.
Après, il faut voir effectivement quelle culture était subventionnée. Il y a 3 écoles. Moi, celle que je préfère, c'est l'école d'Eugène Ionesco qui disait un ministère de la Culture devrait donner du papier et un crayon à tout le monde, c'est-à-dire les moyens de créer. Il y a l'acception plus de Malraux qui est de dire le ministère de la Culture va promouvoir les grandes humanités classiques et finalement les grands hommes de notre culture nationale. Et il y a la 3e acception qui est un peu celle malheureusement de l'oligarchie qui nous gouverne aujourd'hui, c'est de dire on va saupoudrer de subventions les amis, les copains et les coquins, etc. Dans une espèce de connivence. Et donc c'est la question, c'est pas tant plus ou moins de culture, c'est quelle culture on promeut. Et donc, moi, je serais plus partisan du ministère de la Culture à la Ionesco ou à la Malraux, mais pas à la Macron. Donner les outils, mais pas forcément subventionner tout et n'importe quoi. Ou alors promouvoir les grandes humanités ou les grands hommes et les grandes femmes de notre culture nationale. Qu'en pense celui aussi qui a un portefeuille à gérer, le chef d'entreprise Benjamin Cauchy? Comment observez-vous ces baisses de crédit du côté de la culture que dénonce Brice Sokol? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, je l'ai provoqué un petit peu ce matin, mais quand on a 3500 milliards de dettes et qu'on a du mal à payer 2 Canadair, qu'on a du mal à embaucher dans les fonctions régaliennes de l'État, que sont la justice, la santé, la sécurité, même l'éducation, je pense qu'il y a des priorités, et pour le coup, malheureusement, la culture va être une victime de cette régulation budgétaire qui est impondérable. Et si on ne fait rien, ça sera encore pire demain. Donc, je mets juste en perspective. Et puis je ferai un autre petit parallèle. Allez, un petit peu de polémique ce matin, ça fait du bien, Maxime. Mais bien sûr, c'est l'été, il faut échauffer les gens un peu. Absolument, il faut les réveiller. C'est l'été, il peut faire chaud, ça peut les endormir. Non, rapidement sur le Festival d'Avignon, vous voyez qu'un syndicat demande à ce que la direction du Festival d'Avignon n'invite plus la ministre de la Culture. Donc lorsque l'État, le contribuable, finance une très belle institution, qui est ce festival d'Avignon, et qu'en parallèle de cela, ils font des choix politiques et partisans, je me pose la question sur la pertinence et sur l'humanité des festivals. Voilà, donc je mets juste ça en point d'interrogation, mais il faudrait quand même qu'il y ait, comme dirais-je, 2 poids 2 mesures, et lorsque des festivals crachent, entre guillemets, à la figure de ceux qui font un chèque, je pense qu'il y a une problématique, et malheureusement, ils se tirent une balle dans le pied, et ça peut porter une grande partie de la population à se dire que si on doit faire des coupes budgétaires, ça sera avant tout là-dessus. Mon cher Benjamin, vous semblez très en forme. Alors je vous en prie, gardez la parole pour votre coup de cœur, où vous nous dites en réalité vive le sport amateur, c'est ça? Absolument, vive le sport. Dans l'esprit de réveiller nos auditeurs, c'est à vous. Ok, très bien. On a une actualité, Maxime, vous le savez bien, qui est très anxiogène entre les incendies, les agressions qui se répètent toute la journée. Eh bien, moi, j'avais envie de lancer un gros coup de cœur et un gros coup de chapeau à ces millions de Français qui, soit en étant enfants ou soit adultes, participent à la vie de la collectivité sans demander forcément des subventions, d'ailleurs, au travers du sport amateur. Et donc, moi, l'engagement pour les valeurs du sport, celles où on apprend aux enfants à travailler, à vivre en collectivité, à respecter des règles, à partager les valeurs de fair play, avoir des parents qui, malgré leur journée longue, eh bien, vont quand même s'engager bénévolement, avoir des coachs et des éducateurs sportifs qui, au-delà de leur obligation professionnelle, sont vraiment engagés humainement. Donc c'était vraiment un gros coup de clin d'œil depuis ma petite fenêtre de président de club de sport, de dire finalement, il y a encore beaucoup d'espoir dans notre pays, et on voit quand même qu'il y a une bonté, une volonté d'engagement de la part des citoyens, et ça c'est très très bien. Maxime, vous doutez bien que si je ne profitais pas de l'antenne pour sensibiliser les chefs d'entreprise qui nous écoutent pour vouloir soutenir et sponsoriser le football club de Faennes, bien évidemment, ils seront les bienvenus, et je vous lance une perche, pourquoi pas un tournoi de foot Sud Radio. Mais bien sûr, le problème c'est qu'on a de vrais talents à Sud Radio, et je crains que très rapidement nous nous retrouvions à jouer en Ligue des Champions, mais ça voilà, je veux pas donner nom, mais c'est comme ça. Merci pour ce coup de cœur, et puis vous avez prononcé quelques mots. Le collectif, le parler vrai, l'important d'être ensemble, c'est aussi toutes les valeurs de Sud Radio, et vous avez bien choisi votre radio pour cet été. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des coups de cœur et des coups de gueule, mais aussi pour évidemment débattre des grands débats de l'été qui reviennent dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est la radio de l'élite, donc toujours en compagnie des meilleurs autour de la table. Oui, c'est humble comme intro. Erwan Barillo, écrivain, essayiste, metteur en scène. Votre pièce Les 5 avant l'histoire se jouera au Théâtre du Nord-Ouest à partir du 4 août. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric David de Parlons-nous tous la même langue. Et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, qui était en train de nous parler de la présidence, évidemment, d'un club de foot avec les avantages du sport, avec toutes les vertus que ça a naturellement. Mais il y a aussi d'autres vertus, notamment dans la vie politique. Ce serait d'avoir du fond dans les programmes politiques et du fond tout court, d'ailleurs, au municipal. Et vous, c'est votre sujet du jour, Marie-Ève Malouine, sur ce sujet, justement. Oui, parce que je vois ce qui se passe pour Paris, parce que c'est la capitale et il y a la succession d'Anne Hidalgo qui se prépare. Mais je pense que c'est le sujet ailleurs aussi, en tout cas au niveau national, c'est qu'on entend parler d'alliance, comment il faut faire pour désigner le candidat, est-ce qu'on ira derrière tel ou tel candidat, et on parle pas du fond, c'est-à-dire de la vie des habitants. Et je pense qu'avant de faire des alliances, faut regarder ce que les gens ont proposé, comment ils voient l'avenir d'une ville, et puis après se mettre ensemble dès le premier tour ou dès le second tour, ceux qui voient la même vision, le même avenir pour la ville. Et là, je pense qu'on désintéresse complètement les gens. Et au contraire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un vrai projet municipal, c'est important puisque c'est le maire qui est l'élu le plus apprécié, le plus proche des habitants. Donc j'aimerais qu'on parle de ça. J'ai l'impression que les conversations sont trop superficielles en réalité. Elles peut-être sont davantage sur les candidats que sur le fond. C'est évident qu'en politique, il faut faire des alliances, mais on ne parle que de ça et jamais à partir des ententes sur le fond. Que la gauche fasse des alliances de son côté, la droite et éventuellement les macronistes fassent des alliances, d'accord, mais sur quoi ? Si ce n'est pour gagner. Mais gagner en soi, ça sert à rien si on ne sait pas quoi faire après. Parlons des programmes et de la vie justement de ceux qui vont subir les décisions et la prochaine élection municipale. C'est ce que veut nous dire Marie-Ève Malouine. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Benjamin Cauchy ? Oui, je suis pas. On est trop sur la forme, pas assez sur le fond. Oui, c'est vrai que beaucoup de candidats sont en train de miser sur l'incarnation, ou en tout cas sont en train d'établir la première phase de campagne électorale, c'est celle de la notoriété. Donc aujourd'hui, le choix des hommes ou des femmes, et des femmes d'ailleurs, leur semble prédominant, mais je partage complètement l'analyse qui vient d'être portée, que si l'on souhaite incarner une vision, encore faut-il avoir un projet. Oui. Et aujourd'hui, dans beaucoup de communes, les enjeux climatiques, évidemment, sont extrêmement importants. On le voit nous dans le Sud-Ouest avec ces crises caniculaires qui reviennent régulièrement, les enjeux de sécurité également. Quand vous entendez Madame Panot la semaine dernière ou début de semaine nous dire qu'elle voulait supprimer la télésurveillance ou désarmer la police, il commence à y avoir des bribes de programmes, en tout cas peut-être plus idéologiques que programmatiques, mais quoi qu'il en soit, effectivement, mettons le projet avant les hommes. Je crois que ça redonnera peut-être un peu de gage et de noblesse à la politique, puisque finalement ça ressemble un peu à un crépage de chignon plus qu'à un combat de projet. Donc je double signe. Ouais. Ça ferait pas de mal, Erwan Barillo. Oui, le projet avant les hommes, mais également, je dirais, le local avant le national, puisqu'on voit bien que la proposition de Mathilde Panot était complètement farfelue et déconnectée des territoires aussi, et que d'ailleurs les mairies LFI ou sympathisantes LFI ont pas du tout suivi sur cette proposition qui était déconnectée, un peu suspendue en l'air. Et donc être un maire, surtout d'une petite commune, c'est d'abord affronter des réalités, et il y a très peu d'idéologie en réalité dans une gestion municipale. C'est la bonne gestion des données publiques, c'est faire en sorte que les enfants puissent aller dans des conditions satisfaisantes à l'école, c'est la vie du quotidien, et donc on est très loin des envolées lyriques de la France insoumise. Et vous, Brice Sokol, justement sur ces sujets, un sentiment que je partage complètement, c'est qu'il faut faire attention à l'effet miroir, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire de la Ve République, il y a eu une telle séparation entre la politique nationale et la politique locale. Exactement. La politique nationale, il y a la confiance en la parole publique n'est plus dans la politique nationale. Elle est dans la politique locale. Et on le voit bien en plus avec les sondages des maires. Le politique, on dit souvent à porter le claque, mais celui dans lequel on a le plus confiance, c'est le maire. 60% de popularité c'est pour le maire. Aujourd'hui, et moi, tous les maires que je rencontre me disent, moi, surtout ne me parlez pas de politique nationale. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes enjeux locaux. Je veux pas d'étiquette, que ce soit à droite ou à gauche. Et les thématiques, ils les ont comprises. Les thématiques, c'est d'abord l'insécurité et l'incivilité du quotidien. 2, le cadre de vie. Et 3, les services publics et la santé. Voilà les 3 grands thèmes qui, à mon avis, d'après les études d'opinion que l'on fait, vont émerger sur ces élections municipales. Mais encore une fois, oui, vous avez raison, ce sont des élections de proximité.
Voilà, et les Français ne se trompent pas du tout entre le national, dans lequel ils n'ont plus du tout confiance. Et c'est vrai que le gouvernement depuis 10 ans ne donne pas à leur image une confiance extraordinaire. Et la confiance aujourd'hui, elle est dans la proximité. Notre maire, notre conseiller départemental, voilà, la confiance est là, proximité, parce que écoute et résultat. Et en plus des élections municipales qui sont peut-être beaucoup plus importantes que les précédentes, on voit à quel point la fonction, le métier, peut-être pas le métier, mais en tout cas l'incarnation, si mine de rien, le métier de maire est en danger. On en parlait encore en début de semaine ici autour de cette table et sur cette antenne. L'Assemblée nationale qui est obligée de se pencher sur la condition des élus en essayant d'augmenter leur salaire. On l'a vu avec des démissions records cette année, près de 6% des maires. Je crois que ça représente plus de 2100 édiles. Donc un vrai sujet, peut-être plus que les autres années encore, Marie-Ève Malouine. Oui, parce que la vocation de maire, c'est vraiment une vocation parce que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup de responsabilités, y compris juridiques. Il y a la responsabilité morale quand on gère une commune, mais il y a aussi la responsabilité juridique. Donc ça demande des compétences et c'est peu payé par rapport au temps que ça demande. D'où le sujet de l'Assemblée nationale en disant peut-être mettre un petit billet au bout comme ça, en plus dans l'enveloppe, parce que ça peut jouer. Il y a eu plusieurs lois pour essayer d'améliorer la condition des maires, qui en plus, alors c'est vrai que les gens aiment beaucoup leur maire, mais ils l'aiment beaucoup aussi parce qu'il est tout proche. Bah oui. Et que parfois c'est lui qui reçoit les incivilités, les mécontentements et parfois des agressions violentes. Il y en a eu beaucoup trop, et il y en a beaucoup. C'est vrai ils sont en train de travailler un fameux statut de l'élu. Voilà, statut d'élu, ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais moi, je voudrais bien souligner le rôle difficile des maires, parce que le maire est pris en étau aujourd'hui entre l'État, les politiques publiques de l'État, et ses exigences. C'est la zone tampon en permanence. Et les nouvelles exigences des citoyens, qui sont plus aujourd'hui on parlait tout à l'heure de l'associatif, mais qui sont quand même, l'associatif est important, évidemment, toujours, les gens continuent à s'engager, mais les maires me disent, attention, parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont très individualistes, voire communautaristes, et qui parfois consomment le service public. Voilà. Et c'est intéressant aussi l'évolution. Et donc ces maires sont pris. Consommer le service public. On consomme le service public. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'engage moins dans l'associatif, alors qu'on devrait. C'est un espace extraordinaire, comme le disait Monsieur, l'associatif. Et donc le rôle du maire est de plus en plus compliqué, pris en étau entre l'État et des citoyens de plus en plus individualistes. Il est aussi compliqué parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Et je voudrais rajouter une dimension par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est la suppression de la taxe d'habitation, dont on a déjà beaucoup parlé par ailleurs, mais qui a grévé le budget de nombreuses petites communes. Et aujourd'hui, on est en train d'y revenir parce qu'on voit que ça ne peut pas fonctionner. Une commune qui n'est pas, on va dire, autosuffisante et dans laquelle les citoyens ne sont pas directement contributeurs aux efforts de la commune, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, s'il y a un impôt qui est juste, c'est l'impôt local qui contribue directement aux associations, à la vie locale, etc. Et justement, vous avez la parole, gardez-la, parce que on parlait de l'élection municipale. Il y a une autre élection dont on parle beaucoup plus lointaine, c'est l'élection présidentielle. Et vous dites, mon cher Erwan, et si l'INSEE venait de prédire les résultats de la prochaine élection présidentielle? Oui, alors il y a plusieurs indicateurs dans cette étude de l'INSEE qui est sortie hier. On va pas parler de la baisse du désir d'enfant, on va pas parler du nombre de logements qui ne sont pas occupés. Mais bon, je me suis dit, et si l'INSEE était un petit peu Madame Irma, parce qu'elle a produit peut-être sans le savoir les résultats de l'élection présidentielle avec le top 3 des prénoms les plus donnés aux garçons en 2024. On en parlait tout à l'heure dans la rédaction, il y a eu des tests et tout, donc allez-y, expliquez. Alors le premier de cette élection présidentielle, en tout cas des prénoms, c'est Gabriel. Voilà, donc je sais pas si un ancien Premier ministre s'y reconnaîtra. Le deuxième, donc qui perdrait du coup au second tour face à Gabriel, c'est Raphaël. Bien sûr, encore un autre. Voilà, et le troisième, donc challenger, qui échouera aux portes du second tour, c'est un certain Louis, donc fils d'un ancien président de la République. Et donc, est-ce que l'INSEE nous a donné le classement de la prochaine présidentielle à travers ce baromètre des prénoms 2024 ? C'est ce qu'on découvrira dans 2 ans. Non, mais c'est amusant en effet de voir les tendances sur les prénoms. Ça a toujours été excessivement révélateur de la société. Il y avait eu énormément d'enquêtes, rappelez-vous, au moment des grandes séries américaines qui arrivaient en France avec l'arrivée des Kevin, des Jordan, et on voit à quel point parfois en effet les cultures et les influences se reflètent sur les prénoms. C'est assez stupéfiant, Marie-Ève.
Je n'aurais qu'une remarque, c'est quand même, il n'y a que des prénoms de garçons, vous n'avez pris que Alors j'ai pris les prénoms de garçons, tout à fait. Mais c'est un choix. Trop peu de femmes encore. Parce que ça marchait pas en fait. Il n'y avait pas de Marine ou de... Il y avait pas d'Aurore Berger. Qu'on ne connaît pas, on parle toujours dans les élections du troisième homme ou de la troisième femme, peut-être parce que aujourd'hui, on ne sait pas en réalité qui va gagner la présidentielle et on ne le connaît pas encore. En un mot, j'ai aperçu hier, en effet, c'est le Parisien notamment qui a mis via cette aide de l'INSEE, enfin via cette étude de l'INSEE, un simulateur. Vous pouvez tester votre prénom de façon assez honteuse. Je m'aperçois que le prénom Maxime est en train de chuter honteusement. Donc je pense qu'il faut un réarmement moral vis-à-vis de ce très joli prénom. Présenter l'élection présidentielle, Maxime. Mais oui, c'est ça, vous avez raison. Pallier un égo. Il y en a qui le font. J'en suis pas arrivé là. J'essaye de m'en préserver. L'élection présidentielle, celui qui va devoir s'y préparer. En tout cas, c'est ce que lui a conseillé de faire Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Et hier, il se trouve que il a publié un tweet pour dénoncer l'arrivée d'une vingtaine de policiers armés pour faire des perquisitions au siège du Rassemblement national. Il a dénoncé, je cite, un harcèlement, et toutes les troupes y sont allées sur les plateaux télé et sur les plateaux radio également. C'était le cas à cette antenne tout à l'heure. Est-ce que vous considérez qu'il y a un acharnement judiciaire contre le Rassemblement national? On se souvient de l'exécution provisoire concernant l'inéligibilité de Marine Le Pen, et on parlerait également de ce petit sujet. L'islamo-gauchisme n'existe pas à l'université, c'est ce qu'assure le ministre de l'Enseignement supérieur. On va se poser la question et surtout on attend vos commentaires, réactions 0826 300 300, et les réseaux sociaux attendent également vos votes sur les différents sondages. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Luedo. On va commencer à mettre les mains dans le cambouis de l'actualité avec le sujet que vous connaissez. La question vous est posée sur l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux. Perquisition menée au Rassemblement national. Y a-t-il un acharnement judiciaire contre le parti de Jordan Bardella et notamment plus largement contre les partis politiques? Et puis l'Union européenne a de grands projets pour ses pays membres, notamment réduire les indemnisations en cas de retard d'avion. C'est une question qu'on se posera alors qu'il y a des conditions qui sont déjà strictes. Elle décide, on va dire, d'abaisser ce seuil pour éviter et pour obtenir un taux de moins 60% afin de les obtenir. On en débattra dans quelques instants. Mais d'abord, c'est les propos d'un ministre qui nous ont fait réagir ce matin. Thème qui a pourtant parcouru le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors en plus que le président de la République, il y a 2 jours, convoquait un conseil de défense pour traiter le sujet de l'entrisme des frères musulmans dans ce pays. Je vous propose d'écouter ce que disait le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Maintenant, est-ce que derrière tout ça, il y a un amalgame de temps en temps qui est fait par certains en parlant d'islamo-gauchisme? Ce terme-là n'existe pas, et honnêtement, il n'existe pas en tant que terme universitaire, il est même pas bien défini, donc cette notion n'existe pas. Donc j'ai envie de dire, autant oui, il y a des abus, et il faut être extrêmement vigilant, autant se dire qu'il y a un mouvement qui est conçu pour prendre le pouvoir au sein des universités, un mouvement islamo-gauchiste qui serait là en train de vouloir prendre le pouvoir au sein de telle ou telle université. Non, je ne crois pas que ce soit la réalité. On est très vigilant. Bon, on est très vigilant. Je ne crois pas que ce soit la réalité. C'est ce que dit en tout cas le ministre Philippe Baptiste. Il y a quand même un aspect contradictoire dans ses propos, non? C'est-à-dire que oui, bien sûr, on est très vigilant. Oui, bien sûr, on n'hésitera pas et on n'hésite pas à prendre des décisions quand on voit en effet des mouvements qui débordent. Maintenant, dit-il, est-ce qu'il y a derrière tout ça un amalgame de temps en temps qui est fait par certains en parlant d'islamo-gauchisme? Bon, en réalité, il est gêné quoi par le terme, Erwan Barrio, c'est ça? Oui, alors effectivement, personne ne dit qu'il y a un parti organisé qui s'appellerait le PIG, le parti islamo-gauchiste, et qui souhaiterait avec son président prendre le pouvoir. Non, c'est pas un parti, c'est une mouvance, c'est une tendance. Et donc il sait très bien en fait, en déplaçant les termes, qu'il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Personne ne prétend qu'il s'agit d'un complot avec des gens cachés qui souhaiteraient prendre le pouvoir dans les universités. C'est plus un mouvement, je dirais, une alliance de circonstances, un artefact entre des mouvements gauchistes qui prétendent défendre les opprimés, surtout issus des minorités, et
des mouvements sympathisants de l'islam radical qui prétendent également défendre ces minorités opprimées et qui se retrouvent autour de la question de Gaza notamment. Oui, puis lui, il essaie de faire une pirouette en disant bon, en réalité, ça n'est pas défini de façon universitaire, donc je vais pas employer ce terme, moi déjà ayant travaillé dans ce milieu-là, ce serait certainement pour les sciences sociales n'existe pas. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a un vrai problème avec la réalité par moment. Marie-Ève Malouine, qu'est-ce que vous pensez des déclarations du ministre? Est-ce qu'il a raison peut-être de prendre des pincettes sur ce sujet-là? Ça mérite mieux qu'une polémique? Alors je pense que le ministre essaie de faire un petit clin d'œil à l'électorat qu'il suppose, ce qu'il suppose être l'électorat de gauche, qui dès qu'on parle de gauchisme dit que ça n'existe pas, mais il nous dit bien très clairement ça n'existe pas. Il revient ce matin en disant ça n'existe pas au sens intellectuel, en revanche c'est un sujet politique. C'est une façon de prendre des pincettes, c'est une posture électoraliste. Pour une posture électoraliste. Électoraliste vis-à-vis d'une partie de l'électorat de gauche, mais une partie seulement. Et c'est une façon de dire aussi, ce n'est pas un sujet prioritaire pour mon action en tant que ministre. Mais c'est ignorer aussi que si il y a une partie de son électorat qui est choquée, gênée par le terme d'islamo-gauchisme, l'islam politique, qui prétend que la charia serait supérieure à la loi nationale, ça existe, et ça gêne aussi l'électorat de gauche. C'est une préoccupation pour l'électorat de gauche. Donc là, je pense qu'on a aussi toujours cette forme de déni à gauche, qui est de dire on ne nomme pas le sujet comme la plupart des gens le nomment, donc on ne le traite pas. Et donc au-delà de nommer le sujet, il y a le fait qu'on ne le traite pas. Et là, ce qu'il prépare aussi, c'est le fait qu'il ne sera pas très actif sur le sujet. Comme malheureusement d'autres avant lui. Vous rejoignez dans votre analyse celle de Fabrice Balanche. Vous savez, c'était cet enseignant dans l'université à Lyon 2 qui avait été agressé. On en avait beaucoup parlé. Lui, il dit vis-à-vis de ses déclarations, de toute façon, le ministre cherche à minimiser le problème. C'est aussi comme ça que vous l'interprétez, Benjamin Cauchy, un ministre qui essaye de mettre des œillères pour minimiser le problème? Marie-Ève, il y a effectivement sur un jeu de sémantique une volonté électoraliste de capter un électorat peut-être en déshérence. L'islamo-gauchisme existe dans notre société, que ce soit dans les clubs de sport, que ce soit à l'université. Il est bien clair, et la note que le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Bruno Retailleau avait rendue il y a quelques semaines de cela, exprime bien effectivement l'entrisme islamiste, y compris dans les universités. Donc c'est quand même encore une fois un côté schizophrénique contre ce que peut dire le ministre de l'enseignement supérieur et ce qu'a pu exposer le ministre de l'Intérieur. Moi je pense qu'il n'est pas à sa place et que pour moi c'est une erreur politique, et j'attends surtout de la part de François Bayrou, quand il sera libre de toute occupation, peut-être d'exprimer et de rappeler un petit peu le danger que l'islamo-gauchisme peut représenter non seulement au sein du corps professoral, mais aussi des enseignements sont distillés auprès des jeunes citoyens français. Mais en plus, c'est totalement en contradiction avec les propos d'anciens ministres. On se rappelle de Frédéric Vidal qui s'était vanté d'avoir éradiqué, on va dire, l'islamo-gauchisme à l'université. Enfin, pardon, qu'il s'en était pas vanté, mais qui avait déjà alerté sur le phénomène. Et puis Jean-Michel Blanquer qui avait fait de ces combats contre ces idéologies vraiment une priorité. Vous l'observez de la même façon aussi, Brice Sokol? Absolument. Vous avez raison de rappeler les déclarations de Frédéric Vidal en 2021, puisqu'elle avait lancé ça avait provoqué une polémique parce qu'elle avait tout simplement dit qu'il fallait faire la distinction entre la recherche académique et le militantisme. Et elle avait demandé au CNRS de travailler sur le sujet. Et la réponse du CNRS a été non, nous ne travaillerons pas sur le sujet parce qu'il n'y a pas de fondement scientifique à l'islamo-gauchisme. Et c'est surprenant parce que le ministre actuel était son directeur de cabinet. Et d'où vient le ministre actuel? Il vient du CNRS. Et moi, je m'interroge beaucoup sur sa position, parce que en fait, j'aurais tendance à dire qu'il encore une fois, il protège une institution. Il se protège. Bien sûr. Et excusez-moi, moi je parlerais même peut-être de conflit d'intérêts. C'est-à-dire quand il ne sera plus ministre, il va redevenir chercheur. Il ne veut surtout pas se froisser avec ses collègues. Je pense qu'il ne veut pas se froisser. Et je tiens aussi à souligner, et j'aimerais bien avoir l'avis d'Édouard Philippe sur le sujet, parce qu'il a été conseiller d'Édouard Philippe, ce monsieur. Et ce qui serait intéressant, on se rappelle les dernières déclarations d'Édouard Philippe sur le voile et l'islam politique. Sur ce sujet de l'islamo-gauchisme. Donc attention à ce conflit d'intérêts. Il vient du CNRS, il va repartir au CNRS, il a été directeur du cabinet de Mme Vidal. Donc tout ça, pour moi, est une confusion un peu des genres, intrigante. 0826 300 300 pour justement participer à cette conversation. Vous êtes peut-être enseignant en fac ou vous avez des enfants qui y sont. Vous êtes témoin d'un islamo-gauchisme que le ministre ne souhaite pas nommer. N'hésitez pas à nous appeler, et c'est déjà le cas de Yamina. Bonjour Yamina.
Oui, bonjour. Vous êtes merci enseignante. De me prendre à l'antenne. Mais merci beaucoup oui. de nous appeler, chère Yamina. Vous êtes enseignante à la fac. Et comment vous avez interprété et comment vous avez perçu ces propos du ministre qui nie l'islamo-gauchisme? Oui, absolument. Donc, moi, je suis enseignante à la fac en région parisienne. Oui. Et grosse déception, grosse inquiétude aussi, parce que c'est un déni de réalité. Un déni de réalité. Bien sûr que c'est un déni de réalité. Il n'y a pas besoin, de discours de sémantique ou de définition. La définition, elle existe, mais c'est surtout des réalités vécues dans différentes universités. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Yamina, justement, ce que vous appelez les réalités que vous voyez certainement dans votre fac? Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et c'est le sujet qui continue à nous animer, les propos du ministre de l'Enseignement sur l'existence de l'islamo-gauchisme qu'il ne voit pas. Pour lui, il n'y en a pas d'ailleurs une explication scientifique, une définition scientifique. C'est pourtant à rebours de ce qu'avaient dit ses prédécesseurs. On pense notamment à Jean-Michel Blanquer et à Frédéric Vidal qui avaient même commandé un rapport, rappelez-vous. Et puis surtout peut-être déjà un petit problème de timing quand on sait qu'en début de semaine, Emmanuel Macron, président de la République, convoquait un conseil de défense pour justement se préoccuper de l'entrisme des frères musulmans dans la société. Benjamin Cauchy, vous avez écouté notre auditrice tout à l'heure, Yamina, qui nous disait mais pardon, le ministre a visiblement des œillères parce que l'islamo-gauchisme, il est quotidien.
les quotidiens. Et ce qui est intéressant de soulever, c'est la présence et l'imprégnation qu'il peut y avoir au sein des syndicats étudiants également. Je pense au syndicat de l'UNEF, qui fait un entrisme d'islamo-gauchisme parfait, et quand même savoir que très généralement les dirigeants de ces associations sont également thésards, ils sont en recherche et donc font partie pleinement du corps professoral et de recherche de ces universités. Et puis s'il fallait encore d'autres exemples à notre ministre de l'enseignement supérieur, je ne parlerai d'autre que du Hijab Day qui a lieu dans de nombreuses universités, on parlait de Cyprus d'ailleurs, ou encore une association qui réclame que Sciences Po puisse fournir de la nourriture halal. Donc bref, c'est par petites touches homéopathiques, hein, ça fonctionne toujours comme ça avec ces personnes qui cherchent absolument à inculquer finalement la charia dans tous les strates de notre société, que ce soit au sein de la culture, que ce soit au sein du sport, que ce soit au sein de l'enseignement, de l'éducation, et puis encore une fois, les salles de prière. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Ça dans de nombreuses entreprises aussi, parce que c'est dans l'université, mais c'est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Beaucoup de groupes sont parfois obligés d'accepter des salles de prière. Donc là, véritablement, il y a danger. Donc moi, j'invite le ministre de l'Enseignement supérieur à quitter son petit bureau, à prendre sa petite mallette, sa petite chaussure, et d'aller peut-être visiter les universités. Si c'est pour aller au CNRS, je suis pas sûr que ce soit malheureusement très utile pour le développement de la lucidité à Erwan Barrio. Encore une fois, nous avons des ministres qui se préoccupent plus de leur intérêt particulier que de l'intérêt général. Sans doute. Ça revient à ce que disait Marie-Ève tout à l'heure sur les municipales, des querelles de personnes avant le fond. Et sur le fait aussi de ne pas exciter peut-être les syndicats. Celui du fond et du problème. Sur le fait de ne pas exciter peut-être aussi les syndicats. Mais en fait, l'organisation, je le disais tout à l'heure, islamo-gauchiste n'existe pas car elle ne peut pas exister, puisqu'en fait elle existe en tant que négation, elle existe en tant que force de contestation de nos valeurs, de ce que nous sommes. Et on sait très bien qu'il n'y a pas un pays dans le monde dans lequel les islamistes et les gauchistes peuvent gouverner ensemble, puisque ce sont des forces en fait centrifuges. Et ils se réunissent là ponctuellement pour nier notre modèle, à la fois notre modèle républicain et en même temps notre modèle social d'intégration. Et je voudrais juste dire que dans tous les pays musulmans aujourd'hui où la charia est appliquée, le gauchisme est combattu. Et réciproquement, dans tous les exemples de pays communistes qu'on avait, c'était les religieux qui étaient combattus. Et donc, ce que je veux aussi préciser, c'est on parle beaucoup de l'Iran en ce moment. On voit que quand la mouvance islamo-gauchiste est arrivée au pouvoir en 1979, eh bien, les gauchistes ont tout de suite été finalement laminés par l'ayatollah Khomeini, et c'est exactement ce qu'il arrivera si un jour les islamo-gauchistes prennent le pouvoir dans notre pays. Et puis surtout, pardon, sur la définition que vous donnez de l'islamo-gauchisme, certains professeurs, certaines personnes qui ont un pied réellement dans l'université, je pense à Pierre-Henri Tavoyot notamment, qui est maître de conférence à Sorbonne Université, président du collège de philosophie, qui répond au ministre ce matin dans le Figaro en disant pardon, mais l'islamo-gauchisme existe. Quand vous dites qu'il n'y a pas de définition, c'est faux, ça a été identifié, ça a été pensé notamment par Pierre-André Taguieff en donnant 3-4 points très précis pour définir ce sujet. Donc en plus, le ministre fait une double réalité et en réalité, si vous voulez, délivre un double mensonge qui n'est pas justifié. Marie-Ève. Ouais, il y a la négation, le déni de cette mouvance qui est répertoriée, qui a été identifiée, mais au-delà de ça, qui peut indigner et qui peut être contesté, il y a le fait que ça va dans le sens d'une inaction, parce qu'un ministre qui dit que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il ne va rien faire, et donc il envoie un signal très fort pour dire continuez. Oui. Vous ne serez pas contesté. Et ça veut dire l'andrétrisme, vous pouvez y aller, moi je ne bouge pas. Et c'est ça qui est encore plus grave. C'est presque un appel de phare en réalité, en disant écoutez, déjà toutes les tentations, ce n'est pas quelque chose que je peux retrouver. L'antrisme, on sait comment il fonctionne, donc c'est par petites touches pour tester à chaque fois. C'est un test, à chaque fois le Hijab Day ça passe, la prochaine fois on ira un peu plus loin. Le ministre dit que de toute façon c'est la responsabilité de ces universités ou des départements d'universités qui sont très politisés. C'est comme ça lui qu'il observe les choses en tout cas. Oui, mais politiser, ça veut pas dire aller à l'inverse des lois républicaines. Et là aussi on rejoint le sujet de la culture, puisque s'il y a le principe de la laïcité en France, il a une histoire et il fait partie de notre culture générale. Il n'y a pas de salle de prière parce que on est dans un
État laïque. Et donc l'université républicaine n'est pas le lieu de l'expression des religions. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses que le ministre oublie, mais c'est surtout une façon de théoriser et de justifier son inaction. Et ça va bien être entendu par les islamo-gauchistes. Et pour amplifier ce que vous dites, en fait, moi, ce qui est vraiment très révélateur, c'est depuis 10 ans, on a une succession de ministres et des ministres de l'enseignement supérieur, avec à chaque fois des positions différentes. Il y avait un très très bon ministre qui était Monsieur Hetzel, sous Barnier, qui était ministre de l'enseignement supérieur, qui avait dénoncé l'islamo-gauchisme, et qui aujourd'hui demande à ce qu'une commission d'enquête soit mise en œuvre sur l'islamo-gauchisme dans l'enseignement supérieur. Je pense que les parlementaires ont un peu de temps en ce moment, donc faire une commission d'enquête sur ce sujet devrait être une priorité parlementaire et permettrait d'éclairer en toute objectivité ce sujet. Il va falloir aussi éclairer un sujet, en tout cas c'est du côté du Rassemblement national, c'est la perquisition qui a eu lieu hier au siège du parti, une information judiciaire qui a été ouverte en juillet 2024, ouverte par une personne non dénommée sur des soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle en 2022, des législatives et des européennes. En plus, évidemment, en tout cas des prétendus détournements de subventions par le Parlement européen qui ont été aussi mis sur le devant de la scène en début de semaine. Et évidemment, en tout cas l'essentiel du parti politique de Sébastien Chenu, en passant par Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, dénonce un acharnement. Sébastien Chenu explique toute cette manipulation et d'effrayer les prêteurs. Jordan Bardella dit que c'est pour déstabiliser le RN. Et écoutez Edwige Diaz, qui était au micro de Sud Radio, interrogé par Benjamin Glès, c'était ce matin sur Sud Radio. Non, mais en tout cas, ce qu'on constate, quand même avec étonnement, c'est que plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous sommes élevés dans les sondages, plus il est confirmé que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les personnalités politiques préférées des Français, et bien plus il y a une sorte d'acharnement judiciaire à notre rencontre. On le voit bien avec toutes ces pseudo-affaires qui naissent. Là, cette semaine, c'était 3 affaires quasiment. Et donc, voilà, les Français ne sont pas dupes. Les Français ne sont pas dupes. Nous cherchons, plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous cherchons des poux. En réalité, c'est ce que dit et c'est ce que disait Edwige ce matin au micro de Benjamin Diaz sur cette antenne. Bon, en réalité, comment vous observez ça? Est-ce que vous jugez qu'il y a une véritable opération contre le Rassemblement national d'un point de vue judiciaire, Benjamin Cauchy? Alors moi, je parlerai pas d'acharnement judiciaire, je parlerai de zèle judiciaire. On sait que le parquet financier peut s'autosaisir et c'est ce qui est le cas. Alors après, on n'a pas tous les éléments du dossier, donc tirer sur l'ambulance ou crier au loup, je suis incapable de le faire. Ce qui est certain, c'est quand on parle de financement des partis politiques, et c'est là pour moi le nœud gordien de cette histoire, c'est qu'effectivement le Rassemblement national n'a malheureusement pas accès, comme les autres partis politiques, à un financement auprès des établissements bancaires, et qu'une solution parfaitement légale que j'ai moi-même vécue dans une ancienne vie où je faisais un petit peu de politique, et effectivement les prêts de particuliers permettent aux partis politiques de pouvoir lever des fonds qui sont bien évidemment remboursés au terme et après la validation des comptes de campagne. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement légal. Donc je parlerai de zèle effectivement judiciaire, puisqu'il y a une concomitance entre cet événement qui s'est passé hier au siège du Rassemblement national et la décision de la CEDH également hier qui effectivement de ne pas lever l'inéligibilité de Marine Le Pen. Absolument. Donc je parlerai de zèle judiciaire, et puis après on prend un peu de recul, un peu de hauteur, et puis on regarde ce qui s'est passé durant les dernières décennies. Le RPR a toujours a pris cher également en son temps, l'UMP a pris cher en son temps, le Parti socialiste avec l'affaire Urbain a pris cher en son temps, et malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu un lieu commun d'aller renifler les partis politiques à l'aube Donc vous dites que la justice est un peu politisée, si je vous suis bien, Benjamin Cauchy. C'est l'idée d'aller fouiller un peu dans les... Oui, pour vous, oui. Ah bien sûr, la justice est clairement politisée dans notre pays. On voit bien que le problème majeur dans notre pays, c'est pas le laxisme sécuritaire, c'est le laxisme judiciaire, et que, comment dirais-je, le syndicat de la magistrature n'est autre qu'une antenne supplémentaire d'une gauche qui a envie de déstabiliser ceux qui ne pensent pas comme eux, quoi. Donc clairement, oui, évidemment, la justice est politisée. Maintenant, si le Rassemblement national n'a rien à se reprocher, moi j'ai envie de dire tant mieux, et j'invite les autres partis à être aussi, comment dirais-je, vigilants sur le
respect des règles. Et puis dernière anecdote, là c'est plutôt le chef d'entreprise qui parle. Je peux vous assurer que moi dans mon métier, on a intérêt à être au carré dans tout ce qui est conformité. Oui, ça c'est sûr. Donc, j'ai envie de dire aux partis politiques, moins de community manager et plus de risque manager. Erwan Barillo. Oui, le problème c'est que, mon cher Benjamin Cauchy, c'est pas aux partis politiques de définir s'ils sont ou non irréprochables, c'est au système de dire quel parti politique est irréprochable ou pas, et c'est exactement ce que le système est en train de faire. Et je rappelle quand même que c'est incomparable avec les cas de l'UMP et du PS, dont les centres de financement étaient directement abondés par des dictatures africaines. On parlait de dizaines de millions à l'époque. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste un parti politique qui est assez modeste de taille et pourtant qui est le premier parti d'opposition en France. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir l'ingérence dont la France s'est rendue coupable. Je pense notamment en Roumanie. Je pense aux révélations de Pavel Durov, notamment. Et moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est qu'on soit en train de glisser lentement vers un scénario un peu à la roumaine, où le principal candidat d'opposition, même si évidemment Marine Le Pen... Ils avaient refait l'élection présidentielle. Exactement. Et donc même si évidemment... À cause d'ingérence, justement, notamment russe sur TikTok, parce que le candidat avait réussi à émerger de façon très puissante sur ce réseau social. Et les ingérences, en tout cas, qui ont été démontrées, venaient plutôt du côté de la France. Et donc là, on a le même scénario qui se reproduit. Malheureusement, on peut le craindre. C'est que la principale candidate d'opposition, qui est une opposition raisonnable, raisonnée, soit empêchée de concourir. C'est déjà le cas à l'élection présidentielle. Mais en plus, maintenant, on grève l'image de son parti politique. C'est déjà le cas. Il y aura un appel avant 2026. On verra la décision qui sera donnée. Marie-Ève Malouine, sur cette décision. Et vous avez vu tout de suite, il y a, c'est ce qu'ont observé beaucoup de commentateurs politiques, un retour de la rhétorique dans le Rassemblement national sur le fameux système qui nous veut du mal. Oui, je crois que le Rassemblement national est comme les autres partis. Tous les partis ont été perquisitionnés. Tous les partis doivent regarder de près leurs comptes. Et la différence, c'est que le Rassemblement national, y compris pour les emplois fictifs avec le Parlement européen, continue à dire à chaque fois, mais ce sont les juges qui se trompent. Nous sommes dans la légalité et les juges n'ont pas compris la loi. Et c'est ça qui pose un problème. Si, comme les autres, oui, la loi est très compliquée, on l'a un peu mal appliquée, on rembourse, est terminé, mais la Marine Le Pen jusqu'au bout, jusqu'à son procès, a continué à dire c'était légal. Oui. Et là, ils nous font le même plan en disant ce qu'on fait, les prêts, c'est tout à fait légal. Maintenant, il y a un juge qui dit c'est pas tout à fait le cas. Donc, il faut pas dramatiser non plus. Les perquisitions, tous les autres partis, on en a eu. Et la République, c'est moi. Mais non, mais il y a eu le MoDem, il y a eu LR en son temps, enfin à l'époque RPR, il y a eu Renaissance. Donc tous les partis ont été perquisitionnés et contester les juges, c'est contester les fondements de la République. Alors les juges sont humains, mais ils se servent des lois et les lois sont les hommes politiques qui les font, les acteurs politiques qui les font. Il faudrait arrêter de nous dire jamais avant nous personne n'a été perquisitionné, c'est faux. Le fondement de la République, c'est le peuple. Et le Rassemblement national qui se dit victime d'un acharnement. La loi, c'est le peuple et c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple. Harcèlement judiciaire, est-ce que finalement les politiques sont quand même des citoyens comme les autres et quand il y a eu suspicion de fraude, c'est normal que la police vienne au siège du parti pour vérifier? Ou alors vous pensez comme Julien Audoul qui dit que la justice était là uniquement pour fouiller le bureau de Jordan Bardella? On attend vos commentaires, votre réaction, vos réactions. Application Sud Radio, réseaux sociaux également 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, on revient dans quelques instants. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite pour vos débats de l'été sur Sud Radio avec ce sujet qui nous monopolise encore et vous pouvez toujours nous appeler 0826 300 300 pour participer à la conversation. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous reconnaissez dans les propos de Jordan Bardella et toute une partie du camp du Rassemblement national qui dit de toute façon, plus on s'approche du pouvoir, c'est en tout cas ce que disait Edwige Diaz au micro de Sud Radio ce matin dans la matinale de Benjamin Glaise, plus on se rapproche du pouvoir, plus ils nous empêchent on va dire, d'y accéder totalement. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, qui sont les fameux ils invoqués? On ne sait rien, mais c'est vrai, Brice Sokol, qu'il y a quand même une rhétorique tout doucement du Rassemblement national anti-système et parfois le timing judiciaire dans l'histoire politique de notre pays peut poser question. Oui, il y a une rhétorique certainement du Rassemblement national, mais si on prend que les faits, le Rassemblement national aux élections présidentielles, Marine Le Pen au second tour, elle fait 13 millions de voix. Elle fait 41%. Il gagne brillamment les dernières élections européennes, il gagne les dernières élections législatives, c'est le premier parti de France, et je peux comprendre que les gens qui sont proches du Rassemblement national et leurs électeurs puissent ne pas comprendre en fait cette espèce de
percussion entre le calendrier judiciaire et le calendrier politique. Ça, je peux le comprendre. Mais encore une fois, je pense que toutes ces affaires ne profitent à personne. Ni à la droite, ni à la gauche. Encore une fois, c'est toujours la suspicion à l'égard des politiques nationaux. Et au-delà du Rassemblement national, c'est encore une fois toute la classe politique nationale qui est décrédibilisée à travers toutes ces affaires qui durent depuis des années, à droite comme à gauche. On parlait de politisation de la justice, notamment, c'était les propos de Benjamin Cauchy. On part au standard 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous et de participer à la conversation. Vous êtes du côté de Florac, c'est ça ? Florac en Gironde, exactement. Mais là, je suis en vacances à Ramatuelle, vous voyez. Ah, fort. Ah oui, vous avez. Alors, je suis pas jaloux, mais là, vous provoquez un sentiment chez moi qui s'y rapproche vivement. Vous nous dites, pendant que vous écoutez une radio, vous êtes un homme de goût, mon cher Xavier. Vous nous dites quoi, que les juges appliquent les armes juridiques qu'on leur a données et que bon, ils sont pas forcément politisés. Ils font avec ce qu'on a quand ils ont une suspicion. Bah, les juges, ils appliquent effectivement les lois. Et les lois, elles ont été votées par les politiques et notamment, elles ont été votées dans les années 90. Il y a eu des évolutions dans les années 2010, mais les lois sur la transparence de la vie publique et les lois sur le financement des partis politiques, elles ont été mises en œuvre dans les années 90 parce qu'il y avait énormément d'affaires de corruption. Que ce soit à gauche comme à droite d'ailleurs, hein. Il y a pas de là tout le monde est pareil parce que effectivement le pouvoir corrompt, le pouvoir attire et les gens qui veulent s'accaparer le pouvoir, bah parfois ils sont prêts à tout pour y arriver. Hein, la fin justifie les moyens pour certains. Donc ils fraudent et ces lois elles sont mises en œuvre pour faire en sorte que nos hommes politiques soient honnêtes, appliquent les lois et soient responsables. Oui. Parce vous êtes de l'école, Xavier, qui dit quand il y a des lois, nous citoyens normaux, on va dire quand il y a des lois, elles s'appliquent à nous, pas de raison que le politique en soit exempté. Bah oui, d'autant plus a fortiori, j'ai envie de dire, pour ceux qui prônent ou qui dénoncent le laxisme judiciaire et qui prônent l'exemplarité, qui prônent l'honnêteté, la responsabilité et compagnie, qui ont des discours très tranchants sur ces sujets-là et qui après, dont on s'aperçoit après qu'en fait, en réalité, ils usent et les abusent des lois et parfois ils tombent dans la fraude. Et d'ailleurs, le Rassemblement national n'est pas le seul. Hein. On tape là sur le RN, mais il y a pareil à gauche. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas en train de dire c'est que le RN, que les gens de droite qui fraudent. Non, à gauche aussi, c'est le pouvoir qui corrompt. Et ça, on le sait depuis 2000 ans. Les philosophes grecs nous l'ont déjà dit, expliqué, explicité. Nous, ce qu'on doit faire, je pense, pour notre pays et pour les sociétés démocratiques en général, c'est essayer d'élaborer des structures qui permettent, qui fassent en sorte que le pouvoir ne corrompt pas les hommes et que les hommes ne soient pas corrompus par le pouvoir. Or, c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier de nous avoir appelé. Profitez surtout de vos vacances à Ramatuelle où vous avez la chance d'écouter Sud Radio de façon absolument parfaite. Merci beaucoup. On capte super bien à Ramatuelle, il y a le DAB+, c'est parfait. Hein. Mais vous êtes un auditeur exemplaire. Merci beaucoup mon cher Xavier. Profitez de Ramatuelle. À très bientôt. 0826 300 300. Dans ce que dit Xavier, Erwan Barillot, tout n'est pas totalement faux en disant au bout d'un moment on peut pas être anti-système judiciaire, anti-vieux parti politique, anti-vieille méthode et pourtant ne pas subir au bout d'un moment quand il y a des suspicions les mêmes règles que tout le monde. Oui, enfin quand Xavier a dit la fameuse antienne le pouvoir corrompt, on avait l'impression que le RN bâtissait des châteaux avec l'argent du contribuable, etc. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'enrichissement c'est aussi l'argent du contribuable, peu importe le montant. C'est une histoire d'acception de la définition de l'assistant parlementaire. Voilà, les assistants parlementaires travaillaient pour le parti et pas pour. Non, mais là c'est pas ça. C'est sur la méthode. C'est vrai peut-être d'avoir un peu de laxisme. Enfin, mais même sur ça, pardon, que tous les partis politiques pendant un temps au Parlement européen se soient débrouillés. Peut-être, mais ils avaient des comportements qui n'étaient pas dans le cadre. Donc ça se défend devant un tribunal et on verra ce que donnera l'appel. Mais on peut pas en permanence s'exempter des règles qu'on exhorte pourtant la plupart des Français d'appliquer. Marie-Ève Malouine sur ce sujet justement sur ce que vient de dire Xavier et Erwan en disant bon après tout peut-être que certains politiques ils ont fait avec ce qu'ils avaient parfois quitte à transgresser. Ah non, les politiques, ils doivent être exemplaires parce que le Rassemblement national, comme les autres, ils concourent. Ça n'a pas été démontré qu'ils n'étaient pas exemplaires, je suis désolé. On verra au bout d'un moment avec l'appel. Il y a une première condamnation. Et il faut regarder le dossier puisque maintenant tout est transparent. Donc on peut regarder le dossier. Il y a des traces dans le dossier, il y a des preuves, il y a des mails. Mais
Il y a des négligences, mais de là à priver 12 millions de personnes d'un débouché électoral. Le RN n'a pas plaidé la négligence. Il a dit que ce qu'il a fait était tout à fait légal. Ce qu'il faut, un juge vous dit, la loi, si on considère qu'on connaît mieux la loi que le juge, on remet en cause tout l'équilibre de la société. Et de la part d'un parti qui concourt justement à la présidence de la République, qui va devoir gérer tout l'argent public du pays et de l'État, c'est un sujet. Et donc, c'est mis devant la place publique et je trouve que la réaction du Rassemblement national n'est pas la bonne. Il dirait on n'a rien à se reprocher, le juge nous ennuie parce qu'on va gagner le pouvoir, mais vous verrez qu'à la fin on sera exempté, ce serait une autre défense. Brice Sokol, le mot de la fin sur ce sujet. Le mot de la fin. Moi, je m'interroge, si on prend un peu de recul, c'est la conséquence de toutes ces décisions judiciaires. Je ne parle pas du fond sur notre vie politique et démocratique. Regardez les prochaines élections présidentielles. Vous avez 3 candidats qui sont touchés par des affaires. Vous avez Édouard Philippe, le parquet national financier, a ouvert une enquête sur un sujet au Havre. Vous avez LFI, Monsieur Mélenchon, depuis 2017, l'OLAF a ouvert une enquête sur les assistants parlementaires également. Vous avez eu François Bayrou et vous avez de nouveau le Rassemblement national. Donc, au-delà des règles évidemment juridiques et de l'état de droit français, on peut s'interroger en prenant un peu de recul sur les conséquences que ces décisions. Et encore une fois, c'est le législateur. Je suis d'accord avec vous, qui doit légiférer, mais les conséquences de ces décisions judiciaires sur notre avenir politique collectif. C'est au peuple de se pencher. Merci beaucoup, Brice Sokol, d'avoir été avec nous, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue. Benjamin Cauchy, également chef d'entreprise et qui est depuis très récemment président d'un club de football. Mais mes félicitations encore. Marie-Ève Malouine, journaliste politique, éditorialiste à la revue politique et parlementaire, et Erwan Barillot, je rappelle, metteur en scène, écrivain, essayiste. Votre dernière pièce, Les 5 avant l'histoire, va commencer à se jouer à partir du 4 août au Théâtre du Nord-Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes bien sur Sud Radio. Dans un instant, pour accompagner votre déjeuner, l'actu chaude, notamment, alors j'espère que ça ne va pas vous couper l'appétit, mais rappelez-vous dans l'Aisne, cette histoire de contamination de la viande. On est à 32 cas détectés. Figurez-vous qu'il y a un avocat qui a décidé d'attaquer l'État sur ce sujet. On sera avec lui dans quelques instants. Et puis à partir de 12h30, un chiffre qui donne un peu le tournis, il faut le dire, 211 milliards. Ce serait le montant absolument insupportable que l'État distribuerait aux entreprises. On en discutera avec le sénateur qui est en charge de ce rapport et qui a été responsable de ces commissions. Il sera avec nous, le sénateur communiste Fabien Leguet. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h. Maxime Liédot. Encore 1 heure ensemble, on va vous accompagner durant votre déjeuner ici sur Sud Radio en faisant notamment un point sur le Tour de France. Bonjour Joseph. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Tous les jours avec vous Joseph Ruiz, vous nous racontez le Tour de France à travers 3 mots que vous avez choisis. Aujourd'hui, claque, spectacle et Kevin. Kevin, effectivement, et on verra à la fin pourquoi. Claque pour démarrer, alors pas de violence sur le Tour de France, rassurez-vous Maxime, quand bien même certains téléspectateurs en ont pris une belle devant leur téléviseur. Hier, je vous évoquais un très beau duel entre Vingegaard et Pogačar. Eh bien, Pogačar a mis à mal le suspense du Tour de France en devançant de plus d'1 minute son meilleur ennemi. La vérité, c'est que le Danois n'a terminé que 13e de ce contre-la-montre, bien loin de ce dont il est capable. Un jour sans, pour beaucoup, il a déjà perdu le Tour de France avant même le passage par les Pyrénées et les Alpes. Le deuxième mot, c'est le mot spectacle. Oui, car il devrait y en avoir tout de même sur la route du Tour de France. Il est plein de ressources, ce Tour de France. 6e étape ce jeudi entre Bayeux et Vire. 200 km, on va visiter le Calvados, l'Orne, la Manche. On appelle ça une étape casse-pattes dans le jargon et ça ne fait que monter et descendre. Inutile de dire que si nous devions le faire nous-mêmes, mon cher Maxime, ce serait en vélo électrique au mieux. Oui, sauf pour les plus courageux d'entre nous. Certains mais vous êtes le courageux sportif de la bande. Oui, alors 200 km, je ne suis pas certain. Je vous regarderai faire. Et puis, on finit par votre dernier mot. Le 3e, c'est un prénom. Kevin. Kevin, effectivement, alors c'est un prénom, on le sait, à la dure réputation en France, contrairement à Léon par exemple, car Léon, il est de retour en ce moment dans le classement des prénoms les plus donnés cette année, seulement 80 Kevin en 2023 d'ailleurs, mais si Léon Marchand a relancé les Léons, alors peut-être que Kevin Vauquelin peut relancer les Kevin. Alors qui est Kevin
Vauquelin, c'est un Français et il fait en ce moment chavirer le cœur des téléspectateurs français. Il a terminé 5e de l'étape hier, il est 3e du classement général. Il a 24 ans et il est natif de Bayeux, d'où l'étape part aujourd'hui. C'est l'un des très grands talents du peloton et il va tout faire aujourd'hui pour briller. Espérons donc son succès, même si cela peut engendrer une nouvelle génération de Kevin. Il n'y a pas que des choses positives malgré derrière des succès, on le sait tous. Et on salue bien évidemment tous les Kevin qui nous écoutent sur Sud Radio. Alors mes pronos hier, j'ai dit Evenepoel Pogacar, c'est la deuxième fois que j'ai bon, Maxime. J'espère que vous l'avez noté. Mais oui. Et pour aujourd'hui, on va tenter un Vauquelin du coup. Kevin Vauquelin et Romain Grégoire, c'est deux Français, deux coureurs qui peuvent briller sur la route du Tour de France et on va l'espérer très fort. L'ascension de Joseph dans les bons pronostics. Merci beaucoup pour ce tour du retour sur ce. C'est très compliqué à dire sur ce tour du Tour. Il y a que moi qui suis capable de le dire. Oui, Maxime. exactement. Mais c'est pour ça que vous nous rejoignez après midi. C'est réservé. C'est ce qu'on appelle. C'est ça. C'est une véritable compétence. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Maxime. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous voulez réagir à l'actualité, à ce qui s'est dit notamment durant les grands débats que vous avez suivis attentivement, que ce soit sur le Rassemblement national ou sur cette petite phrase du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui sur un plateau télé a nié l'existence de l'islamo-gauchisme. Ça vous a fait beaucoup réagir et c'est le cas de vous, Jovan, bonjour. Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous avez entendu, comment vous avez reçu les propos du ministre de l'Enseignement supérieur autour de la table en disant en réalité il s'arrange, il ne veut pas voir une certaine réalité. Une auditrice nous a appelé en disant mais moi pardon, l'islamo-gauchisme dans ma fac c'est quotidien. Vous, comment vous analysez ça ? Pour moi, en fait, c'est purement de la stigmatisation entre deux idéologies qui ne sont pas associées, qui ne sont pas stigmatisées. En gros, on vient stigmatiser l'islam et le courant politique de gauche. Donc pour moi, ça rappelle les plus sombres heures de l'histoire, avec le fantasme judéo-bolchevique dans les années 30. Vous dites carrément que tout ce qui est islamo-gauchisme, quand on en parle, c'est vraiment faire le lien entre les musulmans de gauche, c'est ça ? Exactement, je trouve ça raciste avant tout. Et cette parole raciste qui se libère partout, moi c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. C'est ne plus avoir l'espèce de liberté de penser, liberté de communiquer librement sur ses idéaux, sur ses pensées, etc. C'est ça qui me rend moi triste aujourd'hui. Mais quand vous voyez des événements qui ont été quand même très violents, mon cher Jovan, notamment ce prof qui se fait alpaguer en plein cours, qui est obligé de sortir, il y a eu des incidents aussi de l'autre côté de Lyon 2 où il y a eu la célébration de certains chefs du Hamas, j'imagine que ça vous interpelle. Est-ce que la mouvance qu'on appelle islamo-gauchisme, ce n'est pas justement toutes ces tentatives, si vous voulez, petit à petit de sortir clairement de certaines règles de la République et d'imposer des thèmes réellement sordides et néfastes dans le débat public ? Non, après dans la République, ce qu'on doit avant tout mettre en avant, c'est l'humanisme. Donc défendre une certaine idée de l'humanité, c'est pas du tout prendre part pour telle ou telle religion. Après, vouloir les associer, pour moi, c'est de la stigmatisation. Jovan, sur par exemple ces profs qui se sont fait alpaguer, qui se sont fait alpaguer, je pense à Fabrice Balanche du côté de Lyon, je pense à ces conférences interdites. Vous êtes plutôt d'accord ou? J'ai pas d'avis sur ce qui doit se dire dans l'enceinte d'une école ou d'un lycée. Enfin, Jovan, un prof d'université, un prof d'université qui soudainement se fait sortir de son cours, on peut pas considérer que ça a sa place dans la République. Vous êtes d'accord? Ça n'a pas sa place en République, mais ce qui n'a pas sa place aussi en République, c'est d'associer deux idées complètement, qui n'ont rien à voir à faire ensemble. Et pour moi, je vous dis, ça me rappelle les plus sombres heures de l'histoire avec le judéo-bolchevisme. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir remplacer l'islam par les juifs par l'islam, et l'histoire elle a tendance à se répéter. J'ai pas envie qu'elle se répète jusqu'au drame qu'on a connu. Et est-ce que c'est-à-dire aussi que tout ce qui se passe, vous savez, autour de ce rapport des frères musulmans, mon cher Jovan, qui a fait beaucoup de bruit sur l'entrisme, vous faites partie des gens qui dites, par exemple, écoutez, ce rapport il a été sorti et publié de façon totalement inutile, on fait beaucoup de bruit alors qu'il n'y a aucun danger. Et vous faites partie de ces gens qui pensent cela? Même l'entrisme des frères musulmans, je veux dire,
en quoi un musulman n'a pas le droit de s'intégrer dans une société, de faire partie des décisions politiques ou des décisions quotidiennes de la France. Vous savez que c'est pas le problème des musulmans, Jovan. Je pense qu'il y a plein de musulmans dans ce pays qui sont heureux d'y être. Le vrai sujet est de certains musulmans qui estiment que certaines lois de leur religion devraient être supérieures à celles de l'État, et c'est là que ça vient poser un problème. Sinon, des associations ne seraient pas dissoutes, sinon des États étrangers ne les financeraient pas, sinon ce ne serait pas une idéologie interdite dans beaucoup de pays musulmans également. C'est cette petite musique, vous voyez, qui justifie tout ça. Après, cette musique-là, elle a tendance à revenir un peu trop souvent, et on met trop l'accent sur ça. Et j'aimerais aussi qu'on regarde d'autres choses que cet endroit-là, et qu'on ouvre un peu l'angle sur beaucoup plus d'aspects dans la société qui vont aujourd'hui mal. Et vouloir systématiquement stigmatiser une partie de la population, moi c'est ça qui me dérange. Voilà. Bon, mais merci de votre franc-parler, Jovan, ici sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous avoir dit ce que vous pensiez. Au plaisir de vous accueillir au standard, ainsi qu'à tous ceux qui ont appelé. Je rappelle le numéro de Sud Radio que vous connaissez évidemment par cœur, 0826 300 300. Dans quelques instants, figurez-vous que le cas de cette boucherie qui visiblement serait contaminée dans l'Aisne et qui du côté de Saint-Quentin, une famille dont les 2 fils ont été hospitalisés suite à une contamination à la bactérie E. coli a décidé d'attaquer l'État. Nous serons dans quelques instants avec son avocat pour qu'il nous explique cette décision. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est un chiffre qui fait énormément parler de lui. 211, ça forme le chiffre 211, et c'est 211 milliards. Les 211 milliards de la discorde, parce que c'est l'argent que donnerait l'État français aux entreprises sous forme d'aides, de subventions, de 2252 dispositifs. Et ces chiffres et ces analyses sont issus d'un rapport parlementaire, d'un rapport sénatorial même, qui a été dirigé, qui a été rédigé également par Fabien Gay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur communiste à l'origine de ces 90 heures d'audition. On a tout vu, les anciens ministres de l'économie, des grands patrons, leur comité de direction, tout ça pour essayer de saisir la pertinence de certaines aides. Et en effet, quand on découvre le rapport, 211 milliards, 2252 dispositifs pour justement les distribuer de façon juste, et je le mets entre guillemets. Très franchement, c'est colossal. Ça représente pratiquement 7 points de PIB. C'est aussi impressionnant que ça? Oui, et c'est maintenant un des premiers budgets de l'État. Ce qui était assez sidérant et qui nous a stupéfait dans l'ensemble de la commission, c'est que l'État n'avait pas de définition précise, ne savait pas le volume, ne connaissait pas en réalité le montant attribué à chaque entreprise. Bref, une jungle et un flou organisé. Donc la première des questions, c'était de savoir le volume. Et donc ce 211 milliards, il est maintenant un chiffre consolidé, objectivé. On a échangé presque 6 mois avec l'ensemble des ministères, et notamment avec Bercy. On a pris les chiffres et on a nous-mêmes réalisé un tableau. Je veux remercier d'ailleurs les agents du Sénat et les 2 data scientists qui ont effectué ce travail. L'État français était incapable de le faire et nous a dit qu'il ne savait pas le faire. Non mais comment ça, déjà c'est audible, pardonnez-moi monsieur le sénateur, mais avec tous ceux qui nous écoutent, alors que eux n'ont pas le droit de dépenser 1 euro quand ils ont une société, ce sont les premiers à se faire rattraper par les différentes administrations quand la carte de boulot peut-être est utilisée sur un plein de voitures, etc. Là vous nous dites que sur les 211 milliards que vous caractérisez comme étant des aides aux entreprises, l'État n'a pas du tout été capable d'avoir une copie propre sur la distribution de cet argent. C'est sidérant quand on l'entend. Ah, c'est sidérant, stupéfiant, peu importe le mot. Il y en a qui utilisent le mot de scandale, de gabegie. Bon, bref, nous on dit stupéfiant et sidérant. Donc on a une jungle, on a empilé des dispositifs. Par exemple, vous savez qu'on a 255 dépenses fiscales. On a plusieurs dizaines de dispositifs pour aider à la décarbonation. Bref, c'est une jungle. Et encore, pardon, on ne parle que des aides d'État. Aide budgétaire, donc subventions directes. Il y a les aides aussi locales et de l'Union européenne. Aide fiscale, classée et déclassée, et les exonérations de cotisations patronales. Donc ça, c'est 211. Sans les aides régionales et sans les aides européennes, parce que là, on n'a pas eu le temps d'aller au bout. Il n'y a que des estimations. Et si on devait les rajouter, c'est environ
2 à 7 milliards d'aides des régions et des collectivités et 12 milliards d'aides européennes. Mais quand on apprend et qu'on prend conscience de ce rapport qui est volumineux, mais dont je recommande sincèrement la lecture parce que ça nous permet de prendre, si vous voulez, conscience de ce que l'État gère et vraiment notamment injecte comme argent. Quelle est la leçon en réalité de ce rapport? C'est quoi? C'est que l'État ne gère pas l'argent ou il le gère beaucoup trop mal, c'est-à-dire en mettant ces 211 milliards dans, selon vous, qui êtes l'auteur du rapport, des entreprises qui ne le méritent pas d'une certaine manière. Moi, j'irai pas jusqu'à là. Nous, on voulait faire un travail objectivé et sincère. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un chiffre. Parce que ce que je voulais dire, c'est que l'INSEE qui est venu devant nous a parlé de 70 milliards. Le président de la République, lors d'une allocution télévisée il y a quelques semaines, parlait de 98 milliards. Le ministre de l'économie et des finances, 3 jours après, vient et nous dit 150 milliards. Et il y avait des économistes, je veux les remercier, et France Stratégie, donc France Stratégie et des économistes lillois, qui eux approchaient le chiffre. Mais vous voyez, donc on avait pour l'instant un flou organisé. Et lorsqu'on avait des débats parlementaires, moi ça fait 8 ans que je suis parlementaire, et qu'on avançait des chiffres entre 150 et 200, on nous disait oui mais ça c'est des estimations. Donc pour la première fois, on a un chiffre objectivé. Mais mettre un pavé dans la mare et de dire voilà, ça y est, c'est le chiffre. Maintenant le débat, on a un chiffre. On a une base. On a une base. Et alors après s'ouvre le débat politique. Et vous aurez remarqué, je suis rapporteur communiste, le président et LR, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de recommandations, nous allons y venir. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles nous allons continuer à débattre. Mais à partir du moment où on a un chiffre objectivé... À un moment où il y a une donnée précise. Voilà, et j'ai vu Patrick Martin hier sur BFM, le patron du MEDEF, qui nous avons auditionné, avec lequel j'ai eu un débat argumenté, fouillé, et on va le continuer. Il ne remet plus en cause ce chiffre, lui en tire une analyse politique, et il en a le droit, différente de la mienne, mais à partir du moment où on a des données chiffrées, objectivées, donc c'est 211 milliards, plus personne ne peut remettre ça en cause. À partir de là, un débat s'ouvre. Et vous parlez de ces aides, les fameux 211 milliards. Il faut comprendre aussi comment elles sont divisées, en quelque sorte, en 4 gros blocs, si on peut le résumer ainsi. La BPI, qui est la banque d'investissement en France, qui est le bras armé de l'État sur certains projets. Voilà. Et ça, c'est 41 milliards. Il y a également les dépenses fiscales, 88 milliards. Les allègements de cotisations, 75 milliards. Et les subventions aux entreprises. Certains économistes, certains journalistes du métier vous disent, mais en réalité, ce rapport contient une erreur, parce que les allègements, les allègements de cotisations sociales, on ne peut pas dire que c'est de l'argent de l'État donné aux entreprises. C'est simplement des dispositifs qui permettent aux entreprises de respirer un peu, parce que, vous le savez sûrement en tant que bon communiste, le modèle social français pèse excessivement lourd. Et sans ces aides sociales, on aurait peut-être plus de licenciements ou vraiment un départ de grandes entreprises, de grands patrons. Mais ça, c'est le débat politique qui s'ouvre à partir de maintenant. Moi, je considère par exemple que notre modèle social est un de nos éléments de compétitivité que nous devons défendre. Parce que des entreprises ont besoin de salariés bien formés, bien éduqués, bien soignés, qui ont accès à des services publics de qualité, et c'est plutôt, pardonnez-moi, un élément de compétitivité quand on voit par exemple l'Inde ou la Chine, où là, pardon, mais c'est pas le modèle social que je défends. Donc ça, c'est bien de le préciser. Mais c'est donc un débat politique. Mais sur les exonérations, parce que vous avez raison, certains disent, est-ce que on devrait le mettre? D'abord, l'INSEE et les ministères le mettent. Madame Vautrin et Monsieur Lombard ont dit que les exonérations de cotisation devaient être mis dans les aides aux entreprises. Et la deuxième chose, c'est vrai que ce n'est pas de l'argent que l'on dépense, c'est de l'argent qu'on ne gagne pas, sauf que les économistes qui, je le vois depuis 48 heures, ils oublient une chose, c'est que c'est de l'argent qu'on ne gagne pas et qui ne va pas dans le budget de la sécurité sociale, mais c'est de l'argent que dépense, puisque l'État compense avec le budget. Donc c'est quand même de l'argent qu'elle donne à la place de l'entreprise. Et d'ailleurs, il faut le dire, il y a déjà 5 milliards sur les 77 milliards qui ne sont pas compensés et qui sont un problème pour la sécurité sociale. D'ailleurs, le rapport en parle. Mais après, on a eu un débat sur la question des exonérations. On est d'accord sur 2 choses. Un, c'est une trappe à bas salaire, et notamment pour les femmes. Et la deuxième question, c'est que les exonérations au-dessus de 1,6 SMIC, donc 20 milliards d'euros, sont inefficaces sur l'emploi. C'est les 2 questions sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais on s'est pas mis d'accord sur un coup de rabot.
c'est le débat qui aura lieu au moment du budget de la sécurité sociale. Et dont on va certainement entendre parler alors que le gouvernement cherche les fameux 40 milliards d'économies pour, on va dire, tisser un budget qui serait acceptable pour l'automne. Il y a aussi, et vous en parliez au début, la question de la traçabilité quand même de certaines aides. C'est vrai pourtant, où on pourrait se dire que quand même une entreprise qui reçoit par exemple l'aide à l'apprentissage, ça peut se tracer à partir du moment où on sait quand même normalement une entreprise combien il y a d'apprentis, combien il y a de stagiaires, combien par exemple pour les aides sur certains dispositifs peuvent se mesurer. Est-ce que là aussi il n'y a pas un biais dans votre rapport pour ajouter quelques milliards d'euros alors que sur certains dispositifs il suffit d'ouvrir la porte de l'entreprise pour constater pourquoi il mérite certaines aides? Mais vous savez, ce qui a été aussi assez stupéfiant, et je veux remercier les 33 PDG avec lesquels j'ai eu un débat d'ailleurs, chacun pourra les regarder, assez argumenté, respectueux et parfois en désaccord. Parce que pour ma part, la démocratie... Quelquefois drôle même, on peut le dire. Mais oui, mais la démocratie, c'est la dispute organisée. Bien sûr. Et donc on peut être en désaccord, se respecter et avancer. Toutes et tous ont dit d'abord qu'ils n'avaient jamais fait ce travail en interne. Pour beaucoup, ça représentait, et je veux les saluer, des semaines de travail pour leur équipe. Donc déjà de collecter. Moi, j'invite maintenant, puisque chacun s'est prononcé sur la question de la transparence. Tout le monde a dit qu'il souhaitait la transparence. Donc je nous invite collectivement à ce que cette transparence, elle vive dans chaque entreprise. Et notamment la recommandation 4, pour moi, est essentielle. C'est que chaque année, les CSE doivent disposer, donc les représentants syndicaux des salariés doivent disposer du montant des aides publiques, parce que c'est elles et eux qui peuvent être le plus à même de dire à quoi est utilisé l'argent et est-ce qu'il est bien utilisé en discussion avec les directions d'entreprise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit ailleurs. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Mes deux parents, toute leur vie, ont milité dans leur entreprise, à la CGT. Et j'ai vu les plans sociaux s'accumuler, j'ai vu les dégâts que causait parfois cela. Et j'ai été très touché que des centaines, voire des milliers de salariés m'écrivent pendant les 6 mois, et puis j'en ai rencontré j'en ai rencontré juste un avant de rentrer dans vos studios, qui m'ont remercié, parce que pour la première fois, ils ont su combien leur entreprise touchait d'argent, et pour la première fois, on a posé cette question à des grands patrons qui ne répondent jamais à des questions, combien vous touchez d'argent public. Et donc je pense que c'est un débat d'intérêt public et d'intérêt général. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il se poursuive partout dans le pays, dans chaque entreprise. Et puis, vous parliez de votre co-rapporteur, c'est le sénateur LR Olivier Reitman. Pas co-rapporteur, président, pardonnez-moi, de cette commission, Olivier Reitman, qui dit en effet, si chacun d'entre eux voulait trouver beaucoup plus de rentabilité et verser beaucoup plus de dividendes, ce n'est pas en France qu'il resterait. Pour dire quand même que les entreprises, peut-être comparé à un discours plus communiste, plus à gauche de votre part, portent déjà un fardeau qui est tel en France, et c'est très frappant, une fois de plus, et en lisant le rapport, mais surtout en visionnant les nombreuses heures d'audition durant lesquelles vous avez pu dialoguer avec les grands patrons. Il y a une sensation assez vertigineuse de déconnexion, c'est-à-dire entre vos questions et les réponses de certains patrons d'entreprise, un monde qui ne se comprend plus. Et c'est presque, ça provoque presque un sentiment réellement de peur quand on voit ces deux mondes où il y a une question, il y a une réponse. Parfois, certains ne comprennent pas la question, d'autres ne veulent pas comprendre la réponse, comme si c'était un monde qui était voué désormais à ne plus se comprendre en France. Mais moi, je pense que la question de la transparence, que l'on sache et qu'on puisse débattre, est déjà une très bonne chose. Puis on a mais sur ce fossé quand même, on sort des rencontres économiques d'Aix. Les grands patrons étaient atterrés de l'ambiance politique, de voir à quel point il y avait une incompréhension entre les différents enjeux. Mais c'est un dialogue qu'on a eu avec elle et eux. Mais par exemple, la masse populaire, la très grande masse populaire, ne peut pas comprendre qu'une très grande entreprise, je parle pas de la TPE du coin, vous voyez, je parle de l'entreprise modèle, c'est souvent LVMH. Voilà. LVMH, Total Énergie, peu importe. Prenons cela. Touche des aides publiques conséquentes, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, verse des dividendes conséquentes, pratique le rachat d'actions et licencie la même année. D'ailleurs, il y a des patrons qui l'ont dit. Si l'entreprise va mal et est obligée de licencier, alors faut-il arrêter de toucher des aides publiques ou faut-il arrêter de verser des dividendes? C'est quelque chose qui apparaît plutôt de bon sens. Mais est-ce que pardon, Fabien Guay, sénateur communiste, ça a été, prenons vraiment l'archétype qui est LVMH. Vous avez le chiffre, c'était quoi, 250 millions d'euros d'aide en 2023. Bon, une entreprise comme celle-ci, qui touche certes 250 millions d'euros d'aide, mais qui fait quoi, qui paye 6 milliards d'impôts en France. Je crois que en réalité, il fait 10% de son chiffre d'affaires en France, il en paye 45% de
les impôts, c'est en France. Oui. Donc est-ce qu'on peut pas dire c'est quand même un mal pour un bien, 250 millions d'euros, 6 milliards d'impôts. Bon, on est quand même bien dans l'équilibre. Non, mais on a posé une question. Est-ce que l'argent public doit subventionner des entreprises ultra rentables et des projets rentables? Oui ou non? Nous, on pense que non. Vous voyez, alors, dans le dialogue, nous avons. Est-ce que le but de l'État est de forcément distribuer de l'argent à des entreprises qui n'arrivent pas à être rentables? Alors, on est au cœur du débat. C'est-à-dire que moi, je pense que sincèrement, Bernard Arnault, Patrick Pouyanné, et on peut en citer d'autres. Je ne veux pas citer. Pas faire ad nominem, mais voilà, on a compris l'idée. C'est un exemple. Ils n'ont pas besoin de l'argent public pour vivre, en réalité. Par contre, nos TPE, PME, nos ETI, pour aller peut-être se renforcer, décarboner, embaucher, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc le but, c'est quoi? On veut changer la philosophie des aides. Plutôt que de donner des aides à tout le monde, on propose, et d'ailleurs c'est une proposition de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui dit, comme moi, plutôt les avances remboursables. Donc, on accompagne. Il n'y a pas une obligation de résultat, parce qu'une entreprise, on peut l'accompagner et elle peut échouer. Par contre, il y a une obligation de moyens. Et donc, ça met l'entreprise sous tension pour réussir. Et en plus, si ça réussit, il y a un retour à bonne fortune pour la puissance publique qui retrouve ses deniers. Si on faisait cela, si on changeait la philosophie des aides publiques et qu'on pariait plus sur les avances remboursables, ça serait déjà beaucoup. Et ça voudrait dire que on accompagnerait, on permettrait de performer à des petites, moyennes et ETI, nos entreprises, et celles et ceux qui en ont pas besoin. Enfin, sincèrement. Oui, et d'un côté, ça peut être une sorte, on va dire je vais pas employer ce mot qui est américain, mais l'autre ne me vient pas en tête, mais si, allez, un contrat donnant-donnant, c'est-à-dire, il y a une partie d'aide publique pour certaines recherches, pour de la prise de stagiaires, pour embaucher des stagiaires, pour une série d'autres raisons, et en échange, comme une entreprise, prenons en effet celle qui est cliché, mais une entreprise comme LVMH réussit à faire énormément de profit. Donc, on n'est pas obligé de les supprimer, parce que dans ce cas-là, c'est plus que rentable. Est-ce qu'on peut pas avoir cette vision-là aussi? Mais tout est sur la table. Ce que vous venez de dire, et ce que vous avez dit juste à l'heure, je vais y répondre. Est-ce qu'on va subventionner que les canards boiteux? C'est un débat qu'on s'est fait. Parce que si on arrête de subventionner les projets rentables et qu'on subventionne que les canards boiteux... Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup s'amusent de voir vous, qui êtes aussi le directeur du journal L'Humanité, qui bénéficie quand même de subventions publiques, plus de 6 millions d'euros, de dire, bon, non, finalement... Ça c'est un chiffre faux, mais allez-y. Alors, un peu plus d'argent public pour dire, bon, en réalité, est-ce qu'il faudrait pas de payer davantage peut-être les entreprises que certains journaux? C'est un vrai débat sur l'utilité de l'argent public. Alors, sur l'Humanité, puisque vous m'interpellez, et je n'ai aucun problème à répondre à cette question, on vient de consolider nos comptes pour 2024, donc je suis à la tête, je le rappelle, à titre bénévole, d'un groupe de presse, de communication et d'événementiel qui fait environ 30 millions de chiffre d'affaires, qui va faire un résultat net de 251 000 euros et qui est aidé de manière directe autour de 3 300 000 euros. 3 millions. Voilà. Et après, il y a des aides indirectes qu'on ne touche pas, mais qui sont données, par exemple, à la distribution, mais comme pour tout le reste de la presse. Donc, effectivement, ça reste de l'argent. D'ailleurs, la première chose, c'est que les aides à la presse sont publiques, donc, et transparentes. Elles sont transparentes, contrairement à celles des entreprises. Et oui, et donc je trouve ça extrêmement bien. Pas à jour, visiblement, mais transparente. Non, transparente parce que parfois on collecte et aides directes et aides indirectes qu'on ne touche pas. Donc voilà, donc je les compte aussi. Hein. Elles sont autour d'1 million d'euros, donc c'est important. Elles aident l'ensemble de l'écosystème de l'impression et de la distribution à vivre. Et je rappelle quand même que les aides à la presse garantissent quelque chose de constitutionnel, le pluralisme et l'indépendance de la presse, un modèle économique de presse qui aujourd'hui ne vivrait pas sans argent public, et c'est d'ailleurs une question, ne vivrait pas. Et aucun de nos confrères et de mes consoeurs ne pourrait vivre. Donc je pense, mais je le redis, je pense que ce sont des aides importantes pour la démocratie, et il sont normales qu'elles soient transparentes, contrôlées, et que chaque citoyen puisse voir les comptes de nos entreprises. Au moins le débat est lancé, ça permet de les multiplier. Il y a, à la suite de ce rapport, et c'est là aussi où le débat politique va être intéressant dans les prochaines semaines, ce sont les recommandations, notamment sur la transparence. On est au cœur du sujet et au cœur de notre discussion, avec une création, vous le suggérez en tout cas, d'un tableau annuel des aides par l'INSEE, c'est-à-dire avoir un produit objectif qu'on pourrait employer chaque année, notamment sur une aide qui résonne auprès de tous ceux qui nous écoutent, c'est le CICE. On a parlé du CICE comme étant l'aide miracle qui allait permettre aux entreprises de continuer à investir, de rester en France. Le fait est qu'on n'y est pas du tout. Alors, il y a deux choses dans votre question. Oui, on veut que ce débat transparent continue. Donc, on demande à l'INSEE, maintenant qu'on a fait le tableau,
on va lui remettre. Il n'y a plus qu'à le mettre à jour pour 2024, puis 2025 et les autres années. Et la deuxième chose, on propose au Haut Commissariat au Plan et à la Stratégie de sortir un rapport annuel chaque année sur l'utilisation de l'argent public et même de créer un observatoire qui pourrait réunir des chefs d'entreprises, des syndicats, des parlementaires, des chercheurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut éviter ce qui a été fait avec le CICE. Il y avait une communication politique de dire on va donner 20 milliards d'argent public par an, donc 120 milliards sur 6 ans pour l'emploi. Le réel, c'est qu'on n'a jamais conditionné. Donc on a donné de l'argent et après on n'a rien demandé. Pire que sans le suivre, sans condition. Donc on ne peut pas reprocher à des chefs d'entreprise d'avoir utilisé de l'argent sans condition alors qu'on leur avait fixé aucune règle. Si je vous donne aucune règle et qu'à la fin je vous dis mais alors monsieur vous n'avez pas respecté les règles, mais il n'y en avait aucune. Donc vous voyez, et moi je regrette par exemple que François Hollande ait été le seul à décliner notre invitation. Il en avait le droit puisqu'il est couvert par l'immunité en tant qu'ancien président de la République. Moi, je le réinvite à votre micro. Mais on l'invite aussi avec grand plaisir. Je suis disponible pour faire un débat sur Sud Radio, à Tulle ou à la Fête de l'Humanité avec lui. Ah oui, on fait le déplacement à Tulle avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que le dernier rapport, alors là, il a été suivi. C'est contrairement au PINS de Pierre Gattaz, vous rappelez, 1 million d'emplois. Bien sûr. C'est 100 000 emplois qui ont été créés ou maintenus. Pour les 120 milliards de dépensés sur les 6 ans. Donc on est bien loin de l'objectif politique qui avait été annoncé par François Hollande. Et on en vient à une autre proposition qui est, en réalité, c'est quand même, pardon de vous le dire, un peu déprimant la lecture de votre rapport, parce que dans les, recommandations que vous faites, il y a un tel bon sens qu'on ne comprend pas pourquoi ça n'ait pas été mis en place avant. C'est dans ce sens-là que je vous le dis. Par exemple, vous recommandez des études d'impact au préalable, c'est-à-dire de voir en fonction de l'argent dépensé ce que ça pourrait avoir comme résultat. Là, on s'aperçoit, comme énormément de lois d'ailleurs qui sont votées au Parlement actuellement, qu'il n'y a aucune étude d'impact. C'est-à-dire qu'on sort une somme, on a du mal à la saisir, on ne multiplie pas les conditions, vous venez d'en parler, pour des résultats qu'on n'est pas en capacité de connaître non plus ou qu'on n'évalue pas. Le grand sujet du rapport, c'est celui-là. C'est que l'argent public est contrôlé. Il est contrôlé par la direction fiscale. Et d'ailleurs, je salue les agents qui effectuent ces contrôles. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait leur donner un peu plus de moyens humains et financiers pour le réaliser. Mais il n'y a aucune condition, donc on ne peut pas reprocher ensuite aux entreprises. Et il n'y a aucun suivi et évaluation. Une des problématiques, c'est que si on veut suivre et évaluer, en réalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas saupoudrer comme cela. Si vous voulez bien évaluer, il faut toujours des contrefactuels. Est-ce qu'on pourrait penser, pardon, quand au cœur de votre développement, bien sûr, est-ce qu'on pourrait penser peut-être à un versement en fonction des entreprises un peu unique, comme on l'envisage pour les aides sociales? Attendez, une des recommandations qui semble de bon sens, c'est un guichet unique pour les entreprises. 2252 dispositifs. D'ailleurs, nous, on a auditionné les grandes entreprises. Elles ont l'ingénierie, les avocats, les moyens humains de concourir à toutes les aides publiques. Mais vous pensez au chef d'entreprise qui a 2 salariés? C'est exactement comme les aides sociales. S'il y a des abus, il y a aussi parfois des gens qui ne pensent même pas y avoir accès, donc ils n'y ont pas. Mais il y a la question des aides sociales, c'est le non-recours aux aides. Bien sûr. Et pour les entreprises, c'est pareil. Plus vous êtes petit, moins vous avez recours à ces dispositifs parce que vous les connaissez pas, vous ne savez pas remplir les dossiers qui sont parfois, y compris, faut le dire, volumineux. Donc nous, on propose un guichet unique pour toutes les entreprises au niveau régional. Il y a aussi cette volonté de provoquer un choc, on va dire, de responsabilisation avec cette idée de rembourser quand même des aides pour certaines entreprises qui décident de s'expatrier, en tout cas à un moment de délocaliser, de détruire des emplois en France. Comment, d'un point de vue législatif, on arrive à le mettre en place? Parce qu'on peut très bien dire, l'État n'a pas non plus à imposer certaines règles comme celle-ci à des entreprises, au privé. C'est un débat intéressant. Mais est-ce que vous pensez un jour réussir à l'imposer? Parce que ça paraît du bon sens, mais il y a peut-être un moment un déséquilibre entre le public et le privé. Mais c'est un débat intéressant. C'est qu'à partir du moment où l'État donne 211 milliards d'argent public à des entreprises, elle a quand même vocation à les réguler et à réglementer un certain nombre de choses. Nous, on propose 3 choses. La première, c'est que toute entreprise condamnée définitivement pour fraude fiscale, travail illégal, atteinte à l'environnement ou discrimination systémique ne puisse pas concourir pendant 2 ans aux aides publiques. La deuxième chose, c'est qu'en cas de délocalisation, le remboursement de toutes les aides publiques sur 2 ans. Et enfin, une chose qui devrait, franchement, droite-gauche, l'argent public n'a pas vocation à être distribué aux actionnaires. Donc on propose, et je vais me réinterpeller les 33 PDG que j'ai auditionnés dans quelques jours. Je vais leur dire, faites-le. N'attendez pas que la loi change.
le montant distribuable de dividendes aux actionnaires, vous devez soustraire l'aide publique. Par exemple, il y a 1 milliard d'euros à distribuer dans telle entreprise, vous touchez 200 millions d'aides publiques, ben c'est 1 milliard moins de 200 millions, 800 millions, et là, l'AG des actionnaires décide de distribuer 500 ou jusqu'à 800. Mais l'argent public ne peut pas, évidemment, servir les actionnaires. Et je crois que ça, c'est une des fortes recommandations du rapport. Merci beaucoup, Fabien Gay, sénateur communiste, d'avoir été avec nous pour prendre le temps de détailler ce rapport, de revenir sur ces 90 heures d'audition et ce chiffre quand même hallucinant des 211 milliards de la discorde, en effet, parce que les 200 milliards d'euros d'aide publique dépensés de l'État vers les grandes entreprises, c'est dans un rapport dont je vous recommande la lecture et même les échanges que vous pouvez retrouver absolument partout, de Bernard Arnault à de très grands patrons et même d'anciens ministres, je recommande parce que il est toujours percutant sur ces sujets-là, les auditions d'Arnaud Montebourg. Mais même Bruno Le Maire. Mais même Bruno Le Maire. Très intéressant. Oui, je suis plus sceptique sur Bruno Le Maire qui vante le 1 euro dépensé, 1 euro justifié quand il nous avait expliqué qu'il avait sauvé la France. Oui. Parce que ça fait pendant 7 ans, je l'ai affronté et j'ai trouvé que l'air de la Suisse lui avait fait du bien puisque il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec moi pendant 7 ans et il s'est trouvé en accord sur un certain nombre de choses. C'est le départ de Bercy, généralement, ça enlève les œillères. Voilà. Merci beaucoup, Fabien Gay, d'avoir été notre invité dans quelques instants sur Sud Radio. On a retrouvé la liaison avec l'avocat de ces familles intoxiquées dans l'Aisne et qui décide d'attaquer l'État. On y revient dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Dernière ligne droite de ce grand rendez-vous, sur l'actualité du jour. Et l'actualité du jour, c'est une plainte contre l'État. Bonjour, maître Emmanuel Ludo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de cette famille dont les 2 enfants d'une même famille ont été contaminés par la fameuse bactérie qui fait décidément beaucoup parler d'elle dans l'Aisne et autour de 50 ans, la bactérie E. coli. Les enfants ont été hospitalisés, c'est cela ? Ils ont été hospitalisés une huitaine de jours avec une prise d'antibiotiques de façon massive. Ils sont sortis, ils vont bien sur le plan physique. Oui, ils vont nettement mieux, bien sûr. Oui. Il y a encore des séquelles psychologiques, une appréhension de l'alimentation, bien évidemment, mais ça va rentrer dans l'ordre, je pense, avec les vacances. Et oui, on espère évidemment pour eux. Votre décision, c'est d'attaquer l'État. Quand on regarde vaguement le dossier, ou quand on le regarde de ce qu'on en a dans les médias, on ne devine pas forcément quelle est la logique d'attaquer l'État. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Pourquoi attaquer l'État dans ce cas-là de contamination de viande dans une boucherie ? Si vous voulez, la bactérie qui contamine les viandes, elle n'arrive jamais par hasard. Si elle arrive, si elle contamine, c'est qu'effectivement en amont, il y a eu des ratés, il y a eu des négligences. Et donc il faut s'interroger pour savoir qui sont les responsables de ces négligences. Alors on a les fournisseurs, évidemment, de la viande. Mais on a surtout l'État, c'est-à-dire la préfecture, le département, les autorités sanitaires, pour être plus précis, qui sont tenus à des contrôles, des inspections inopinées, à intervalles réguliers, dans chaque magasin, dans chaque fonds de commerce d'alimentation destiné à la communauté, à la nourriture humaine. Quand vous parlez d'intervalles réguliers et des contrôles dans ce genre d'établissement, on pense, c'est le cas ici de la boucherie, c'est à quel délai ? C'est quoi, tous les 2 ans, tous les 3 ans ? Non, c'est minimum une fois par an, minimum. Des contrôles qui sont en profondeur, c'est-à-dire qu'on vérifie bien sûr la qualité de la viande qui est présentée aux consommateurs. On regarde surtout la qualité des armoires réfrigérées, parce qu'effectivement, souvent elles sont obsolètes, les moteurs sont vieux, ils ne sont plus adaptés aux températures que nous avons connues, que nous connaissons actuellement, et ils doivent vérifier également la traçabilité et surtout si le boucher en question a les capacités pour exercer son métier, car c'est pas un métier qui s'apprend sur le tas. Il faut un certificat de capacité et il y a fort à parier que ces bouchers dont on ne connaît pas l'identité, eh bien, n'avaient strictement aucune capacité pour gérer cela, parce qu'effectivement, il faut connaître. Ce que vous dites est gravissime, maître Emmanuel Ludo. Ça signifie que potentiellement, il y a eu une contamination. Et ce qu'on connaît, je rappelle qu'on est à plus de 30 contaminations et un mort quand même. C'est un sujet qui est plus que sérieux. Est-ce que on pourrait presque penser qu'il n'y a jamais eu de contrôle dans ces boucheries ? Alors, si j'en crois le silence de la préfecture, je pourrais dire qu'il n'y a pas eu de contrôle. Je les ai interrogés. Depuis combien de temps ? J'ai demandé au préfet qu'on me donne les contrôles des 3 dernières années sur ces 3 boucheries.
J'attends qu'on me dise si contrôle il y a eu ou pas. Vous observerez que dans la communication publique et aux médias de la préfecture de l'Aisne, il n'a jamais été question de produire, de publier les contrôles qui ont été faits sur ces boucheries. Donc vous avez, je vous pose la question franchement, vous avez un doute sur le fait qu'il ait pu exister des contrôles sur ces boucheries à l'origine des contaminations? Absolument, je dis que j'émets plus qu'un doute sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle, ou s'il y en a eu, ils ont été tellement superficiels que on peut considérer il n'y a pas eu de contrôle du tout. Regardez, par comparaison, on est allé analyser la qualité des viandes dans les supermarchés des environs. Oui. On a trouvé que la situation était parfaitement claire. Pourquoi? Parce que quand une viande arrive dans un supermarché, il y a la date de son arrivée, il y a la date de péremption. Et à la date de péremption, s'il y a un contrôle et qu'on dépasse d'1 jour, il y a des amendes très lourdes. Est-ce qu'il y a une date de péremption dans ces boucheries artisanales? Encore le mot artisanal, je suis très gentil. Donc non, il y a un laisser-aller évident. Il y a un laisser-aller évident, et ça s'ajoute à 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est que il y a des températures très élevées qu'on a connues, et la bactérie a pu proliférer grâce à des 40 degrés sur des viandes qui sont mal refroidies. Des conditions d'hygiène qui ne sont de fait vraiment pas là. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, maître Emmanuel Ludo. Vous êtes l'avocat de la famille intoxiquée qui a décidé d'attaquer l'État, et vous venez justement de préciser ici à ce micro les doutes que vous aviez sur des contrôles qui n'auraient peut-être été jamais faits sur ces boucheries dans l'Aisne du côté de Saint-Quentin, où je le rappelle, le bilan monte à plus de 30 contaminations et un mort. Merci de nous avoir suivis durant ces 3 heures de direct, auditeurs et amis. Nous, on se retrouve demain, même studio, même heure, et d'ici là, je vous souhaite évidemment non seulement un très bel été, mais surtout une très belle après-midi sur la meilleure radio, à savoir Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.